en faisant abstraction de leur enracinement socioculturel dans des milieux particuliers dont ils viennent. Sandel a dit cet individu débarrassé de son origine socioculturelle, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est complètement imaginaire. Mais il est allé au-delà de cela. Les communautaristes comme Sandel défendent l'idée qu'il y a une forme de légitimité formative des origines culturelles des gens, des normes dans lesquelles ils grandissent, et donc une sorte d'acceptation, de légitimation de choses qui peuvent être potentiellement problématiques dans le cours de l'histoire. Les normes sont faites pour être remises en cause, et donc il y a une forme de conservatisme culturel qui peut poser problème dans le communautarisme. Alors, à mon avis, associer Sandel à Pascal ou Pascal à Sandel dans cette affaire-là, je pense que ça serait un peu une lecture un peu trop poussée. J'ai l'impression, mais encore une fois, je ne suis pas pascalien, j'ai l'impression que Pascal, en fait, là, se contente d'observer un état de fait sans nécessairement l'approuver. Il constate qu'il n'y a pas de connaissances établies sur les questions de justice sociale et d'équité, et il se dit, puisqu'on est dans cette situation d'ignorance totale, eh bien, le mieux, c'est d'en rester aux institutions en place. Et j'ai l'impression que pour lui, la stabilité de la société était vraiment une vertu extrêmement importante, comme d'ailleurs elle l'était pour Rawls également, qui voyait dans la vie pacifique de la société, finalement, l'objectif ultime de la mise en place d'institutions justes. Donc une autre citation de Pascal qui contient beaucoup d'éléments. « Il serait donc bon qu'on obéit aux lois et coutumes parce qu'elles sont lois. Qu'il sût, donc qu'il, c'est là, je pense, le citoyen ordinaire, qu'il sût qu'il n'y en a aucune vraie et juste à introduire, que nous n'y connaissons rien, et qu'ainsi, il faut seulement suivre les reçus. Par ce moyen, on ne les quittera jamais. » Et il y a une autre phrase que je mentionnais, le plus grand des mots est les guerres civiles. Donc il y a vraiment cette idée d'importance de la stabilité, mais finalement, quand même un peu par défaut à cause de l'absence de vérité de la justice. Donc je pense que s'il fallait faire un parallèle entre ce qu'on trouve chez Pascal et des choses plus contemporaines, ça aurait à voir avec quelque chose que j'ai beaucoup observé dans ma carrière, qui commence à être un peu longue, qui est qu'un certain nombre d'éléments normatifs qu'on peut trouver, par exemple, chez les économistes, lorsqu'on veut calculer des objectifs sociaux, des choses comme ça, un certain nombre d'éléments sont souvent accusés d'arbitraire. On dit, ah ben là, il y a un paramètre éthique, donc c'est de l'arbitraire. Et en fait, cette critique de l'arbitraire, elle ne tient que tant qu'il n'y a pas de théorie qui vient donner des fondements à telle ou telle valeur des paramètres en question ou des principes en question. Et donc, ce caractère finalement temporaire de l'arbitraire ou de l'apparence d'arbitraire, je pense que c'est quelque chose d'important. Et donc, ça me donne envie, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de dire, au fond, Pascal faisait face à un arbitraire extrême à cause d'une grande absence de théorisation, qu'il a fallu des siècles pour voir vraiment émerger des principes normatifs assez détaillés pour qu'on ait l'impression, non pas d'avoir une connaissance établie, mais de n'être plus tout à fait dans l'ignorance totale que Pascal croyait déceler dans son époque. Alors, maintenant, je vais être un peu plus bref sur chacun des thèmes, mais parlons un peu de la force et de la justice. Donc la force, chez Pascal, en quelque sorte, se substitue à la justice. Donc une citation, encore une fois, et écoutez bien le début. « Sans doute, l'égalité des biens est juste. » J'y reviendrai. Mais ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, afin que le juste et le fort fussent ensemble, et que la paix fût qui est le souverain bien, encore une fois. Bon. Donc ça fait penser, cette affaire de la justice de la force, en quelque sorte, ça fait penser bien sûr à des fables de La Fontaine bien connues. Ça fait penser un peu aussi à Marx, lorsqu'il parlait des idées dominantes qui sont les idées de la classe dominante. Mais ce que je voudrais noter ici, c'est deux autres choses. L'égalité des biens, qu'on trouve ici et qu'on retrouve dans quelques autres passages. Et là, ça nous renvoie directement aux théories de la justice contemporaine. Donc ça n'est pas du tout élaboré ici, mais chez Rawls, c'est bien de cela qu'il s'agit, l'égalité des biens. Et puis, cette idée de la force, je pense que ça peut nous faire penser au dilemme égalité-efficacité.
qui a été popularisé par Okun et théorisé en détail par Mirrlees. Et il y a cette phrase qui a déjà été citée ce matin: la justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La théorie des incitations dit quelque chose d'équivalent parce qu'il y a toujours des égoïstes, en fait, hein, peut-être pas des méchants au sens vraiment le plus dramatique, mais en tout cas de l'égoïsme. Donc je pense que Pascal avait pressenti cette question des incitations, et au fond ce discours sur la force a sans doute beaucoup à voir avec le discours contemporain sur les incitations. Alors, un mot sur l'égalité, si j'ai encore un petit peu de temps, et une citation là, que je pense que j'ai un peu renversé l'ordre par rapport au texte, mais les pascaliens érudits vont m'en vouloir, mais donc il dit la chose suivante: les cordes qui attachent le respect des uns envers les autres, en général, sont cordes de nécessité, car il faut qu'il y ait différents degrés, tous les hommes voulant dominer et tous ne le pouvant pas, mais quelques-uns le pouvant. Donc ça, c'est une sorte d'explication de la nécessité des inégalités. Alors une fois qu'on a compris cela, on peut lire la suite, qui vient en fait, je pense, avant dans le texte. Il est nécessaire qu'il y ait de l'inégalité parmi les hommes, cela est vrai. C'est vrai parce que, à cause de la citation précédente. Mais cela étant accordé, voilà la porte ouverte non seulement à la plus haute domination, mais à la plus haute tyrannie. Ça fait penser au débat contemporain entre les égalitaristes distributifs et les égalitaristes relationnels. Et là, Pascal, en quelque sorte, les met tous d'accord parce qu'il lie très fortement les questions de domination dans les relations avec les questions d'inégalité d'une façon générale. Et je pense que ce débat, effectivement, contemporain, est un peu trop exacerbé. Et donc, il faudrait chercher une voie de conciliation entre les relationnels et les distributifs. On peut aussi penser, en écoutant cela, à Michael Walzer et à la justice entre les sphères et le fait qu'il ne faut pas qu'une sphère déborde sur une autre. Hein. Donc il y a ce débordement qui est en quelque sorte ici décrit ou pressenti par Pascal. Donc voilà, quelques évocations de thèmes récents. Et enfin, j'en arrive un peu vers la fin de mon exposé. Il parle de la démocratie d'une façon assez un peu étrange pour les yeux d'aujourd'hui. Une citation: la pluralité, donc c'est la démocratie, la majorité, si vous voulez, la pluralité est la meilleure voie parce qu'elle est visible et qu'elle a la force pour se faire obéir. Cependant, c'est l'avis des moins habiles. Donc la domination des ignorants dans la majorité. Alors là, on retrouve des thèmes qui sont très intéressants. Cette notion de visibilité, elle est visible. Ça, c'est quelque chose qui est en fait important chez Rawls. C'est la publicité. Il faut que les institutions justes soient visibles comme étant justes. Donc cette question de la visibilité, on la retrouve dans des écrits beaucoup plus récents. Cette question de la peur des ignorants, on la retrouve chez John Stuart Mill et son idée de démocratie pondérée. Et puis là, on a l'impression qu'il n'a pas complètement anticipé ou il n'a pas du tout envisagé le théorème du jury de Condorcet, avec l'idée que la confluence des opinions partielles peut donner un pouvoir épistémique assez fort au grand nombre. Voilà. Et j'en termine avec le thème du bonheur, et ce sera la fin. On lit chez Pascal: tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception. Donc j'imagine que ça inclut lui-même. On retrouve ici, bien sûr, des choses qu'on a vues chez Bentham un peu plus tard. Le principe d'utilité, c'était une constatation. Hein, c'est une constatation objective. C'est comme ça. Tous les hommes recherchent cela. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus critique dans cette affaire-là, qui est dans cette citation, qui est un petit peu longue, je m'excuse, mais je vais essayer d'aller vite et après j'aurai fini. Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Non, par Dieu même, pardon. Et là, bon, on a parlé tout à l'heure du divertissement et de la façon dont la vision un peu ambivalente de Pascal là-dessus. Ce que ça m'évoque, ce texte-là, c'est aussi des écrits récents de Christian Hansperger sur l'homo economicus et finalement la façon dont on peut l'interpréter comme étant motivé par la peur de la mort et la conscience de sa finitude. Voilà, quelques évocations et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Marc, de cette magnifique synthèse introductive. Nous avons vu le rapprochement de Rawls et de Pascal,
la progression des idées, de la théorie normative, qui nous fait juger des principes de justice d'une autre façon qu'il y a quelques siècles. Le conflit entre l'égalitarisme et l'attitude révolutionnaire. Enfin, tous les grands thèmes sont là et vont pouvoir nourrir le débat avec les autres intervenants qui ne manqueront pas peut-être de t'interpeller à la suite sur tel ou tel point. Bernard Gazier. Voilà, d'abord voudrais remercier bien sûr Patrick Guillaumont, Laurence Plasnet de cette occasion de venir discuter ici, qui est un peu troublante pour moi, dans la mesure où mes activités reliées à Port-Royal étaient totalement séparées de mes activités de chercheur en économie. Et donc il a fallu en quelque sorte mettre en communication deux mondes, ce qui est un travail à la fois de renseignement et une forme de travail psychique aussi. Alors, je me permets d'essayer d'obtenir de vous un petit sourire avec l'image que je vous présente, qui est une allégorie de la justice par Dürer, et où on voit que les fléaux de la balance ne sont pas excessivement stabilisés dans cette image. Donc nous allons évoquer précisément cette vision de la justice qui est celle de Pascal, mais pour le faire, je vous propose un double point de vue un petit peu différent de celui qui a été proposé par Marc Fleurbet. Tout d'abord, je vous propose une perspective plus directement généalogique. Qui a dit quoi, comment, qui cite quoi? Par exemple, Sandel, à ma connaissance, ne cite pas Pascal, alors que Michael Walzer le cite abondamment. Donc, ça m'a intéressé. Ce n'est pas du tout la seule manière de faire, bien sûr. En tout cas, donc, ce qui m'intéresse, c'est les impulsions, les héritages, les traces de Pascal au cours du temps dans ce débat fondamentalement sur la justice. Mais d'un autre côté, il m'a semblé que s'en tenir à la justice telle qu'elle est spécialisée aujourd'hui en économie, c'est-à-dire l'économie normative, était un petit peu limitatif. Et d'ailleurs, toi-même, tu es sorti finalement à la fin, puisque tu es déjà en train de parler de l'homo economicus et de la mort. Donc en fait, il me semble qu'il faut relier un peu le versant positif et le versant normatif, pas pour vouloir tout traiter, mais pour connecter un peu. Alors, je vais tenter de le faire à propos de deux cas, et pas seulement d'un seul. Tout d'abord, la condamnation du prêt à intérêt. Ah, ça, c'est un enjeu de justice. Hein. Est-ce que c'est juste ou injuste d'extorquer de l'argent à quelqu'un à qui on a prêté de l'argent? Bon, donc là, c'est une question hyper traditionnelle, très ancienne de justice. Et on va voir que Pascal est d'une absence totale d'originalité, encore que. Et donc, c'est ce que nous allons regarder en un premier temps, un refus et une hésitation. Et en un deuxième temps, j'en viendrai à la justice et en insistant davantage aux divers ordres, parce que finalement, un paradoxe arrive, et il est très simple, et je vous le livre tout de suite. Pascal était politiquement conservateur. Alors, ok, c'était arbitraire, au sens un peu subtil qui a déjà été évoqué, mais fondamentalement, il est pour l'ordre établi. S'il y a un ordre établi, on le garde. Or, précisément, les héritiers de Pascal vont être la plupart du temps des gens qui contestent la domination et qui donc vont se trouver à gauche sur l'échiquier politique et même quelquefois très à gauche. Alors, ce sont des radicaux aux deux sens du terme. Au sens européen, donc là des gens révolutionnaires, et au sens américain, où ce sont des sociodémocrates plus ou moins paisibles. Et donc, les deux ont utilisé Pascal. Alors, c'est ce qui va m'intéresser. Et je commence tout d'abord par les provinciales. Alors, dans les provinciales, il y a un passage qui n'est pas très long sur le prêt à intérêt, c'est dans la lettre 8, et je vous donne en rouge le discours qui est prêté au père fictif que Pascal s'invente et qui est censé justifier la position en faveur, en fait, de l'usure et du prêt à intérêt. Et en noir, vous avez les réflexions de Pascal. Et il suffit de les mettre comme ça pour faire ressortir une ironie dévastatrice que l'on voit tout de suite. Alors, je ne vais pas le faire dans le détail parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc, parlons maintenant des gens d'affaires. Alors, les gens d'affaires, ce n'est pas les businessmen, hein, c'est plutôt les gens chargés de la collecte des impôts, les gens c'est plutôt des gens comme ça, d'après ce que j'ai compris, des annotations faites par Laurence, je crois, dans la très belle édition qu'elle nous a fait pour le 4e centenaire. Alors, donc, la grande difficulté, c'est de déterminer de l'usure, mais si on arrive à trouver un moyen pour que ça soit légitime et qu'il soit content, ça irait bien. Alors, ironie pascalienne, sans doute, mon père, il n'y aurait plus d'usurier après cela. Donc, c'est pourquoi il a fourni une méthode générale, si facile qu'elle ne consiste qu'en l'usage de quelques paroles qu'il faut prononcer. « Oh, mon père », lui disent, voilà des paroles bien puissantes. Bon, voilà le contrat Mohatra, subtilité, donc...
il s'agit de faire semblant d'acheter et de revendre une marchandise, et dans l'écart des deux prix d'achat et de revente se trouve l'intérêt. Et donc c'est ça la mécanique, et donc là c'est expliqué, voilà tout ce qui se peut dire. En effet, mon père, je crois qu'une plus grande indulgence serait vicieuse. Donc on voit vraiment arriver la méchanceté réjouissante de Pascal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue qui est le nôtre? Tout d'abord, la position de Pascal est d'une absence d'imagination désespérante. C'est la position catholique stricte, et c'est même en retrait par rapport à saint Thomas. Saint Thomas, il avait inventé les titres extrinsèques à la perception d'un intérêt. Si je prête de l'argent, ça veut dire que je ne peux pas faire d'affaires. Alors ça, c'est lucrum cessans en latin. Et puis, si ça se trouve, j'ai un problème et je n'ai pas la somme, ça va me gêner. Ça, c'est damnum emergens. Ces titres extrinsèques tombent un peu sous le sens, il faut le dire. Pascal n'en veut pas du tout, il ne veut pas discuter de ça, niet, c'est niet, tac. Et je pense que chez Pascal, il y a une volonté de se distinguer, bien sûr, des jésuites, c'est l'objet principal des provinciales, mais peut-être aussi des calvinistes qui, eux, finalement, avaient pu, Luther non, mais Calvin, oui, Calvin, pardon, a pu favoriser le prêt-intérêt. Alors, ça, c'est le cadre. Et puis alors, il y a une hésitation que les pascaliens connaissent bien. Certains la prennent un petit peu comme ça. Voilà, parce que 8 ans après la mort de Pascal, eh bien, il y a une sorte de salon port-royaliste qui s'est tenu avec quelqu'un qui prenait des notes. Et dans ces notes, on trouve ceci. On a brûlé un petit traité de l'usure de M. Pascal où il semble la permettre en de certaines rencontres. Et ensuite, on dit M. Diroy, qui était un petit peu celui qui faisait les avis dominants dans ces extraits, était de son avis. Alors, il y a des gens qui disent, c'est pas Pascal. Ah ben, dites donc, 10 ans après la mort de Pascal, il y a quelque chose qui attribue quelque chose à Pascal. Si c'est pas Pascal, ça fait quand même un peu bizarre. Donc, on peut penser qu'il y a eu une hésitation chez Pascal. Donc là, c'est une généalogie tronquée, qui s'arrête tout de suite, et c'est pas lui qui va transmettre. En fait, c'est Nicole. Pierre Nicole, en effet, dans les milieux port-royalistes, d'autres étaient bien plus favorables au prêt à intérêt, et Pierre Nicole parlait de l'amour-propre éclairé, qui est quand même quelque chose très loin de ce que dit Pascal, et en fait, il y a une métaphore célèbre que l'on voit passer, le logeur. Alors, le logeur de Pierre Nicole, c'est tout simplement l'hôtelier qui est capable de vous accueillir en échange d'un peu d'argent et de s'occuper de vous. Donc, c'est le bienfait du doux commerce, simplement. Alors on le trouve chez Mandeville, où il y a l'aubergiste de Mandeville, et on le trouve aussi chez Bois-Guilbert, le cabaretier de Bois-Guilbert. C'est une figure du doux commerce. Les gens, sans être nécessairement bienveillants, vous rendent service. Voilà, donc Pascal, en dehors du coup, en quelque sorte. Alors, justice et tyrannie, je ne vais pas lire ces passages, ils ont pour la plupart déjà été présentés, l'économie du monde, il faut que ce qui est fort fût juste. Et puis alors, la citation célèbre sur le désir de domination, la tyrannie. Si vous êtes fort, vous dominez dans votre ordre, et c'est très bien, mais si, parce que vous êtes fort, vous demandez beaucoup d'argent, ou qu'on vous aime beaucoup, et donc ça change d'ordre, bien pour Pascal, c'est de la tyrannie, c'est injuste, et ça doit être combattu. Donc c'est quelque chose de très célèbre, et je vais m'intéresser à la trajectoire généalogique qui sort de ces fragments. Alors, un petit schéma, justement, très très simplet, qui évidemment exclut énormément de choses, mais qui vous dit la chose suivante, c'est que les ordres chez Pascal ont été reliés par des auteurs intermédiaires du milieu des années 1950, à peu près, là, au milieu, et donc Auerbach et Goldman, et ensuite, on va trouver des héritiers qui sont tous sauf conservateurs. D'un côté, il y a Pierre Bourdieu, la violence symbolique chez Pierre Bourdieu, inspiré lui aussi, mais aussi par Marx, et Michael Walzer, qui prétend être inspiré par Marx 1944, mais c'est vraiment ultra marginal. Et Michael Walzer, c'est un Américain, et là, on arrive dans la galaxie qui a été évoquée par Marc Fleurbet. Et donc, voilà ce que je voudrais brièvement regarder. Alors, j'y vais tout d'abord avec 2 citations d'Auerbach et de Goldman. Donc, nous sommes dans les années 40-50. Alors, pour Pascal, la citation est quand même très belle. Non seulement la force en tant qu'institution est originellement mauvaise, mais il s'ensuit également que son exercice ne peut jamais être autre chose qu'injustice et folie. Pour parvenir à cette conclusion extrême, il fallait les idées pessimistes et nominalistes des théoriciens de la raison d'État, je pense que c'est Hobbes et Machiavel, et ces idées, Pascal les a greffées sur celles d'Augustin, créant une construction qui, malgré son christianisme exacerbé,
contient bien des éléments de connaissance mondaine, voire des germes de critique sociale révolutionnaire. Donc Pascal serait-il révolutionnaire? Je pense que Tony en dira plus. Et quant à Lucien Goldman, il dit ceci: pour être concentré en quelques formules lapidaires et précises, la critique de l'autorité de la justice et de l'ordre social ne saurait être plus radicale. Mais il dit aussi, une des caractéristiques de la vision tragique, qui est celle de Pascal, c'est l'absence d'avenir. Alors Pascal serait-il l'auteur d'une pensée dialectique bloquée en quelque sorte dans le présent et l'éternité? Version social-démocrate, donc ça ce sont les radicaux américains, Michael Walzer, l'égalité complexe. Alors le livre de Michael Walzer sur les sphères de justice commence par un long cri d'amour envers Pascal. Il y a une petite annexe sur Marx, c'est Marx des manuscrits de 1944, qui d'ailleurs est une ressucée de ce que dit Pascal. Et donc il les associe, et alors ce que lui va dire, et c'est là que le côté d'aujourd'hui va apparaître, parce que différents ordres, si les forts veulent seulement être beaux, bon, ça ne mange pas de pain, si je puis dire, mais en revanche, si les riches veulent gouverner la presse, si les riches veulent arriver ailleurs, donc là, tout d'un coup, il y a une critique de la domination marchande. Et c'est celle-là qui va intéresser Michael Walzer. Alors, il va le dire de la manière suivante: la prédominance des biens produit la domination des gens, et le régime de l'égalité complexe, il est en faveur de ça, est à l'opposé de la tyrannie. Et donc la théorie de l'égalité complexe considère que la question de l'économie, de la société juste, ce n'est pas simplement un bien-être matériel et moral, ça c'est le côté pluraliste qui va être discuté, et il demande que tout ça soit distribué selon sa signification sociale. Bon, voilà ce qu'ils disent. Et alors la postérité en France, là je ne peux pas en parler vraiment, c'est le modèle des cités de Boltanski et Thévenot, qui est une déclinaison finalement de ces sphères de justice, avec une bonne dose de Rawls aussi, qui est injectée dans le modèle. Mais bon, là, j'en laisse le détail pour plus tard. Et je continue, j'ai presque fini. Donc, Pierre Bourdieu. Alors, Bourdieu, c'est formidable. 300 pages sur Pascal, à la fin de sa vie, et en disant, c'est mon guide méthodologique. Alors, il le fait, c'est un petit peu un tour de force. Il le fait parce qu'on l'accuse d'être marxiste. Il dit, ah, vous me dites que je suis marxiste. Je vais prendre Pascal. Et donc, il utilise Pascal. Ceci dit, il le fait, à mon avis, extrêmement bien. Et donc, lui, il insiste sur le redoublement de la domination. C'est-à-dire que les dominés n'ont pas les outils pour comprendre leur domination. Et donc, ils vont se faire, en quelque sorte, avoir deux fois. Il y a le pouvoir qui les écrase et la représentation qui est dans leur tête qui va les écraser encore plus. Donc, coutume et l'arbitraire des lois, etc. Et donc, la violence symbolique, ça c'est du Bourdieu. Et cette coercition qui ne s'institue que par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut manquer d'accorder au dominant, donc à la domination, lorsqu'il ne dispose pour le penser que d'instruments de connaissance qu'il a en commun avec lui. Donc une version cognitive, en quelque sorte, de la domination qui apparaît. Alors, j'en ai fini. 4 éléments. Premier élément, Pascal révolutionnaire. Ah oui, uniquement à la condition de le laïciser. C'est-à-dire, si vous coupez Pascal de la Bible, de tout ça, oui, vous pouvez tirer ses conséquences. Sinon, ça ne marche pas bien, parce que la lecture horizontale, en quelque sorte, des ordres, l'ordre marchand, l'ordre symbolique, l'ordre scientifique, etc., tous ces ordres qui sont lus de manière horizontale, chez Pascal, il y a l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité. Donc il y a des ordres verticaux. Et ce sont ces ordres verticaux qui, pour Pascal, sont plus importants. Et on a déjà insisté tout à l'heure sur le côté que, pour Pascal, la vraie justice est divine et que le pauvre, en fait, est une figure christologique, très, très traditionnelle. Lorsque Pascal aide les pauvres, veut se faire enterrer à côté des pauvres, veut mourir près des pauvres, etc., bon, c'est une figure christologique qui apparaît ici, qui n'est pas directement dans sa théorie de la justice. Alors, du coup, j'en viens aux 2 segments de l'économie que j'avais distingués. Économie normative, économie positive. Alors, économie normative, la justice. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un critique radical par anticipation de l'économie normative dans son courant qui n'est pas le courant de la domination. Parce que finalement, pour simplifier, il y a 2 courants. Je ne sais pas si Marc Fleurbet tolérera cette simplification drastique. D'un côté, il y a le courant de la domination qui vous dit, si vous êtes dans des structures injustes et dominatrices, vous pouvez toujours redistribuer un peu. Ça va perpétuer l'ordre injuste existant. Donc il faut renverser cet ordre, et après on pourra parler éventuellement d'une égalité renouvelée. Et de l'autre côté, c'est le courant de l'échange et de l'unanimité qui dit si les gens ont des dotations qu'on peut critiquer mais qu'ils échangent volontairement, mon Dieu, les gens sont contents, et donc sous réserve d'une cohérence minimale, ça fonctionne. Eh bien, Pascal est tout entier du côté
de la domination. Et il y a peut-être ici un lien que je ne peux pas développer avec sa propre biographie, où adolescent, il a vu son père tantôt opprimé, tantôt oppresseur. Donc le jeu de la violence déstabilise en quelque sorte la conception du monde du jeune Pascal. J'en viens maintenant très très vite à la critique radicale par anticipation de l'économie positive. Et là, je sors une citation qui n'est pas du tout incompatible avec ce qu'a dit Marc Fleurbet. Nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Et ça dynamite un peu les fonctions d'utilité dans leur version basique, ça. Parce que ça dit quelque chose de tout à fait mouvant, en quelque sorte. Et Pascal, je crois, tenait beaucoup à ça. Alors, je vais terminer par quelqu'un qui n'a pas fait d'économie et qui parle d'économie, Vladimir Yankelevitch, qui, dans l'ironie, cite Pascal à tour de bras. Et notamment, il y a tout un gros paragraphe qui s'appelle « L'ironie sur soi, économie ». Pensez bien que quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mon grand, il faut que tu regardes ». Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ici ? Eh bien, une définition de l'économie qui n'a rien à voir avec l'économie d'aujourd'hui, mais tout à voir avec ce que Pascal pouvait envisager quand il parlait de gouvernance. Et finalement, il va parler de la gouvernance de soi. Et donc, Yankelevitch va dire ceci, « Appelons économie l'ensemble des aménagements temporels qui serviront à normaliser notre tragédie intérieure. Je suis dans la passion, je suis dans l'émotion, je suis dans la revanche, je suis dans l'envie, etc. » Et donc, ça doit être normalisé soit en arrière, d'où ça vient, soit en aval, du côté des conséquences. Donc, il faut apprendre à se gouverner soi-même. Et finalement, c'est une autre définition de l'économie. Il me semble que Pascal, critique de l'économie par avance de celle qui allait advenir, avait lui-même une conception de l'économie qui n'a pas eu de succès, mais qui me paraît tout à fait intéressante. Et vous voyez que Yankelevitch l'appelle un Socrate chrétien, ce qui me permet de boucler avec l'ironie du début, l'ironie méchante des provinciales, est aussi l'ironie de celui qui pose des questions encore aujourd'hui. Que voulez-vous vraiment ? Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce riche exposé, plein de questions à poser aux autres intervenants. Et je m'amuse à voir revenir Bourdieu. On évoquait ce matin le livre de Pierre Force sur Molière, où il fait intervenir beaucoup Bourdieu. Je ne savais pas que Bourdieu avait eu une telle influence sur les 17e qui s'intéressent à Molière ou à Pascal. Tony, voulez-vous prendre le relais en essayant de creuser ou donner un peu de coup de scalpel sur les grandes questions qui ont été posées par Bernard Gazier. Alors, conservateur ou woke ? Merci beaucoup pour cette invitation et cette occasion de réfléchir à ces questions au cours d'une journée vraiment, vraiment stimulante. Alors, je suis comme Bernard, je vais attendre peut-être que mon diaporama se lance. De toute façon, Bernard a dit à peu près tout ce que j'avais prévu de dire, donc ça me permettra d'aller vite peut-être. Mais non, au contraire, je me sentais un peu seul. Et donc, voilà. Alors, voilà. Donc Pascal est-il woke ? On va retrouver les questions de déconstruction posées par Bernard. La stratégie des universitaires soupçonneux qu'on appelle woke. Alors, on ne voit pas encore bien. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas sur l'écran là ? On ne voit rien sur l'écran là. Ouais, je vois rien sur l'écran. Il est parti en veille. Oui, mais moi j'ai besoin d'avoir un écran de contrôle. Sinon, il faut que je me mette autrement. C'est possible. Je commence à parler pendant ce temps-là. Voilà, donc la stratégie des intellectuels un peu soupçonneux qu'on appelle woke consiste, mais comme l'a expliqué Bernard, à repérer dans la société des relations de domination et de soumission et à montrer que les dominants mettent en place des discours abusifs destinés à légitimer des principes, des comportements ou des notions qui leur sont avantageux tout en interdisant leur contestation. Le discours des dominants consiste souvent à prétendre, par exemple, que les grands couples de catégories de la métaphysique occidentale, homme-femme, nature-culture, corps-esprit, etc., sont fondés en nature et donc sont, à ce titre, incontestables. Les conséquences sociétales d'une telle appropriation conceptuelle sont immédiates. À quoi bon se révolter contre la situation inégalitaire dont souffrent les femmes, par exemple, si leur infériorité est inscrite dans leur gène, si c'est naturel, voilà, bon, etc., etc. Bon. Donc l'enjeu pour les dominants
consiste à faire admettre ces tours de passe-passe aux dominés afin que ceux-ci demeurent toujours soumis et dociles, aliénés à des propos trompeurs qui visent à naturaliser et essentialiser des catégories en réalité construites, mouvantes et fluides. Et donc la démarche herméneutique qui consiste à identifier les sophismes sur lesquels repose l'idéologie dominante porte le nom de déconstruction, une catégorie centrale chez quelqu'un comme Jacques Derrida, par exemple. Dans les faits, déconstruire un discours va consister non pas à le discuter frontalement, exercice vain, voué à l'échec toujours, mais à interroger ses présupposés, à en révéler les biais, à montrer l'intérêt sous-jacent qu'il sert au profit de ceux-là seuls qui détiennent la réalité du pouvoir. C'est la pensée woke résumée, brossée vraiment de manière un peu caricaturale, mais pour avancer en 10 minutes. Voilà, on n'a pas trop le choix. Donc Pascal, venons-en à Pascal. Pascal, homme de foi, chrétien intransigeant, peut-il apparaître comme le précurseur d'une démarche de déconstruction souvent associée aujourd'hui à une gauche radicale? Alors quand on a entendu Bernard, on sait que la réponse est oui, mais on va faire comme si on ne l'avait pas entendu. Et surtout, Pascal peut-il nous aider à nous repérer dans un débat aussi contemporain dont les thèmes principaux concernent surtout le féminisme, le racisme ou l'écologie, par exemple? Lorsque la papauté commémore à coups de lettres apostoliques la naissance de Pascal, comme l'a fait le pape François le 19 juin dernier, ou lorsque le Figaro lui consacre un numéro spécial comme il l'a fait au printemps, on oublierait presque que Pascal est le moins conservateur des penseurs politiques, le plus explosif, le plus déconstructeur, le plus propre à nourrir, comme il l'a fait d'ailleurs, la pensée de tenants d'une gauche qu'on peut, sans trop forcer, qualifier d'extrême. Aussi contre-intuitif que cela paraisse à certains égards, la méthode de Pascal, comme celle d'autres moralistes de son temps, s'apparente par bien des aspects à la philosophie de la déconstruction. D'abord, comme le feront les penseurs postmodernes, Pascal s'attaque aux valeurs les plus évidentes, les plus solides, les plus indiscutables en apparence, pour montrer qu'elles sont douteuses et bâties sur du sable. La justice, une grimace. Alors, le problème, c'est que je ne vois pas mon... Voilà, je vois pas mon diaporama, ça va quand même être compliqué. Ouais, il faut que je me tourne un peu. Elle est ballottée par les passions ou mise au service des plus fortunés. L'affection ou la haine changent la justice de face. Et combien un avocat bien payé par avance trouve-t-il plus juste la cause qu'il plaide? La médecine, une pseudo-science maquillée sous des oripeaux. Si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire des bonnets carrés. Le pouvoir politique, celui des grands ou celui du roi, pure convention, simple consensus. Au pouvoir et au commandement, vous n'y avez aucun droit de vous-même et par votre nature, déclare Pascal au futur duc de Chevreuse. Le bien et le mal deviennent incertains. Ah, génial. Le bien et le mal deviennent incertains et douteux. Où trouverons-nous un port dans la morale? Au plan politique, qui est au centre du fragment 94 sur l'économie du monde, même suspicion. Ce qui intéresse Pascal, c'est le processus de naturalisation du pouvoir et la façon dont, à la faveur du décorum, les puissants imposent au peuple l'évidence feinte de leur autorité naturelle. C'est par l'apparat ostentatoire de la politique spectacle qu'ils ont dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre si authentique. Citation du fragment 78. Le droit divin des monarques, socle essentiel de la monarchie absolue, se retrouve dégonflé comme une baudruche à la faveur d'un tel argumentaire. Par-delà les faussetés, les déguisements, les mensonges, Pascal interroge les fondements de notre monde commun. Et Pascal a un étier direct, avoué, conscient, explicite, Pierre Bourdieu, auteur en 97 des Méditations pascaliennes, où il entreprend de déconstruire, après l'auteur des pensées dont il se réclame, la coutume, l'imagination, la contingence, la probabilité. C'est une anthropologie très consciemment pascalienne que propose Bourdieu dans ses Méditations. La préface est un véritable santon de références pascaliennes qu'il a semées, qu'il a un peu cryptées, qu'il a un peu cachées dans son texte. C'est tout à fait extraordinaire de voir cette parenté cultivée de la part de Bourdieu à l'égard de Pascal. La mise en cause des procédures de légitimité qui n'existent que dans le consensus de tous à un pouvoir qui peut être arbitrairement désigné est vraiment frappante.
Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue, dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi qui s'était perdu. Et ayant beaucoup de ressemblances de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui et reconnu en cette qualité par tout ce peuple, déclare, c'est une sorte de fable que Pascal nous donne dans le premier discours sur la condition d'un grand pour faire comprendre au duc de Chevreuse le caractère tout à fait arbitraire et contingent du pouvoir dont il détient, du pouvoir qu'il détient. Et que lit-on chez Bourdieu dans un texte qui ne se donne pas comme un commentaire de Pascal, qui se donne comme un texte tout à fait autonome, champ du pouvoir et division du travail de domination, un texte important de Bourdieu. La légitimité d'un pouvoir se mesure à la reconnaissance qui lui est accordée, c'est-à-dire à la méconnaissance de l'arbitraire qui peut se trouver à son fondement. Autrement dit, ce texte de Bourdieu paraît être le commentaire direct de la citation de Pascal. Il ne l'est pas, mais il paraît vraiment être son commentaire direct. C'est tout à fait surprenant cette rencontre entre ces pensées. La relation fondamentale qui régit la société pour Pascal comme pour Bourdieu, c'est la force. C'est ce que tous les deux appellent la force. Pour Pascal comme pour Bourdieu, la force est de fait le seul vrai principe de la légitimité. Je ne vais pas relire le fragment 135 qu'on a vu tout à l'heure, mais Bourdieu dit la même chose. Tout pouvoir symbolique, c'est-à-dire tout pouvoir capable de s'imposer comme légitime en dissimulant la force qui est à son fondement. Toujours dans ce même article extrêmement pascalien de Bourdieu. La force, c'est la clé qui permet d'interpréter les comportements humains. Dans le monde déchu, explique Pascal, chacun rivalise pour être le maître en vertu de la libido dominandi. Pascal préfigure la sociologie de Pierre Bourdieu en ce qu'il met en lumière l'existence d'une violence symbolique qu'il débusque jusque dans les comportements au premier abord les plus innocents et surtout réalisés avec le consentement du dominé, amené à intérioriser les normes et les hiérarchies qui le rivent à son statut d'infériorité, par exemple les normes de politesse et de civilité. Les respects signifient incommodez-vous. Je passe très vite. Respecter l'étiquette et les bonnes manières, c'est marquer qu'on accepte sa soumission. Que sont les vêtements, sinon une violence symbolique, le signe d'une autorité réelle et du contrôle de la force. On ne veut pas que j'admire un homme vêtu de velours brocatelle et suivi de 7 ou 8 laquais, il me fera donner des coups de fouet si je ne le salue. Cet habit, c'est une force. Donc la question de la domination obsède Pascal, il appelle tyrannie cette volonté de domination universelle et hors de son ordre. Je passe, parce que je n'ai pas le temps, je passe la suite et je vais directement sauter à la conclusion, parce que je suis à mes 10 minutes. Voilà, donc conclusion. Pascal est-il woke ? En fait, on peut donner deux objections au caractère woke de Pascal. Au wokisme avant la lettre de Pascal, ce qui fait qu'on ne saurait rattacher complètement, directement, uniformément Pascal à cette pensée de la déconstruction qu'il a pu nourrir. La première, c'est que Pascal ne nie pas l'existence d'une nature humaine. Il affirme simplement que la nature humaine est devenue inaccessible à notre entendement. Il y a sans doute des lois naturelles. Alors je suis perdu dans mon diaporama parce que j'ai sauté des choses. Bon, c'est pas grave. Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout corrompu. Donc il y a une loi naturelle. Il y a une morale universelle. Il y a des lois universelles, mais simplement elles nous sont inaccessibles. Donc évidemment, toute une pensée de gauche pourra dire si c'est inaccessible, c'est comme si ça n'existait pas, parce que de toute façon on ne peut pas y accéder. Donc c'est tout à fait récupérable par une pensée woke et de gauche. La seconde limite de Pascal concerne le militantisme. La seconde limite au wokisme de Pascal concerne le militantisme. Pascal était trop désabusé sur l'état de l'homme pour chercher à renverser l'ordre social ou à espérer quoi que ce soit d'une révolution. La guerre civile est le pire des maux. Les activistes redresseurs de tort sont des naïfs ou, pour employer la terminologie pascalienne, des demi-habiles dont l'agitation risque d'aggraver les injustices au lieu de les résoudre. Pascal n'eût probablement pas accordé beaucoup de crédit aux tribunaux parallèles qui fleurissent aujourd'hui en prétendant corriger les défaillances du système judiciaire, celle-ci étant le fruit en réalité de notre misère impossible à corriger et non de dysfonctionnements conjoncturels. Renoncer à l'illusion suprême selon laquelle le monde pourrait être amendable, soulager ponctuellement le malheur qui nous entoure et mettre notre espoir en Dieu seul, à la faveur peut-être d'un pari insensé,
Telles sont les conclusions pratiques et finalement très peu woke que Pascal retire de son grand décapage déconstructiviste, dévastateur, indispensable, indémodable, intempestif. Merci beaucoup de ces stimulants propos qui ne manqueront pas de nourrir à la discussion qui va suivre. C'était très vif et très clair en même temps. Alors, nous allons maintenant passer à la parole d'un économiste qui va dire oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant et quand on veut faire le bien, le fait-on vraiment Merci. Je vais attendre aussi les slides. Bon, alors moi, je ne suis pas du tout expert en Pascal, vous allez voir tout de suite. Donc, j'ai fait mes devoirs comme Patrick m'a demandé. L'homme n'est ni ange ni bête. Ah, merci. D'accord. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Donc, moi, je suis parti sur les questions de politique économique, en ayant un petit peu d'expérience avec le FMI. Donc l'ange, on pouvait le considérer comme un léviathan bienveillant, je sais que certains vont me reprendre là-dessus, qui vise à maximiser un intérêt général. Et donc cette phrase pourrait être prise sur toutes les erreurs liées à des décisions politiques, économiques. Notamment, on pourra avoir tout ce qui est lié à des effets secondaires qui seraient supérieurs et des effets indirects supérieurs à des effets premiers. Alors je me suis concentré sur deux exemples standards de politique économique, la régulation, notamment par exemple des interdictions. En économie du développement, on a un exemple assez connu qui est par exemple d'interdire le travail des enfants. Dans certains pays en développement, fait un glissement sur les pires formes de travail des enfants. Donc en souhaitant interdire le travail des enfants pour, etc., valoriser le capital humain, on peut avoir des solutions bien pires. Il y a toute une analyse faite par notamment Dessier-Palage. Et puis un autre exemple que j'avais analysé un peu plus en détail, ce sont donc sur les incitations et l'instrument prioritaire ou primordial de l'État en matière d'incitation relève de la politique fiscale. Et pour le développement économique de beaucoup de pays, notamment africains, on a tout un système d'exonération ou de dispositions dérogatoires en matière fiscale pour attirer les investissements étrangers nécessaires au développement économique. Et on avait produit une étude il n'y a pas très longtemps au CERDI, justement, et à la FERDI, qui montre... bon, c'est tout bête, hein, c'est un truc où on fait tourner des entreprises dans différents pays. En fait, on couvre toute l'Afrique. Ce que l'on montre en bas, en abscisse, si vous voulez, c'est la profitabilité de l'entreprise avant l'impôt. Donc, on a des entreprises qui ont des profits qui vont de 0 à 60% de marge. Donc des entreprises très profitables. Les courbes, ça représente, si vous voulez, la pression fiscale traitée par le Code général des impôts et le code des investissements. Et quand vous voyez que la courbe est croissante, c'est plutôt bien, puisqu'en fait, on observe que plus l'entreprise est profitable, plus elle paye d'impôts en termes relatifs. Si elle est décroissante, la courbe, là, ça veut dire que le système est régressif. On s'aperçoit que dans l'essentiel des pays en développement, on en est encore à préconiser des exonérations de fiscalité, alors que la plupart des pays développés adoptent des crédits d'impôt. Tout ça pour dire qu'une disposition fiscale qui vise à favoriser le développement économique, qui serait plutôt angélique, se traduit en fait par des dispositions relativement désastreuses en matière de mobilisation et de développement économique in fine. Voilà, bon, ça c'était... Et alors bien sûr, une autre dimension, si on dépasse ces approches de politique économique erronée qui pourraient relever soit des problèmes de corruption ou de problèmes d'incompétence, mais bon, encore une fois, l'incompétence est un peu facile, c'est que aussi depuis quelque temps, on se rend bien compte que les politiques, alors certaines politiques monétaires et politiques fiscales, en fait, ne sont pas crédibles. En fait, on a un problème que les économistes appellent le problème d'incohérence temporelle des décisions politiques, qui a été mis en évidence par les prix Nobel Kinland et Prescott. Et en fait, la décision change dans le temps. Une décision qui pourrait être optimale à très court terme ne l'est plus à long terme, et donc ça renvoie à un problème de crédibilité de la politique elle-même. Et en fait, dans beaucoup de dimensions, on abandonne la politique pour passer à des règles. Et donc, on abandonne le choix pour adopter des règles, que ce soit des règles budgétaires, des règles monétaires.
avec, par exemple, l'indépendance d'une banque centrale. Donc on supprime carrément l'ange. Et enfin, je vais conclure. Est-ce que Pascal est un anti-économiste, quelque part? Vous voyez, je suis parti, on m'a demandé de travailler sur l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Alors si je change à peine, l'homme n'est ni ange ni bête, et le bonheur veut que qui veut faire la bête fait l'ange. Et en prenant Bernard de Mandeville, donc vous savez, vous le connaissez mieux que moi, les vices privés font la vertu publique. Donc on a la fable des abeilles, on a l'utilité sociale de l'égoïsme, on retombe bien sûr derrière, et là je suis plus en confiance sur, enfin je connais un peu plus sur l'approche d'Adam Smith et sur les théorèmes fondamentaux du bien-être qui rapprochent économie positive et économie normative, où le marché permet, avec beaucoup d'hypothèses, concurrence pure et parfaite, pas d'asymétrie informationnelle, etc. Toutes ces hypothèses sont un peu techniques, mais ça veut dire que le marché permet d'atteindre l'optimum social. Alors bien sûr, c'est très très limite, c'est très critique, mais bon, voilà, c'était l'objet de ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Grégoire. C'est toute une littérature, effectivement, en économie sur les effets pervers. C'était les effets pervers des bonnes intentions politiques. Et Grégoire nous en a fourni quelques exemples dans un cadre plus général, en revenant à la fable des abeilles et Adam Smith, et à la concupiscence qui devient de la bienfaisance, en quelque sorte, pour reprendre les termes pascaliens. Jean-Michel, on va boucler la première série des interventions avec la tienne, et un peu l'invitation, c'est à nous dire quelles sont les limites de l'universalisme présent que l'on pourrait tirer de Pascal, ou est-ce que finalement la théorie normative a tellement évolué que la critique pascalienne n'a plus de fondement sur ce sujet? Oui, donc bon après-midi à tous. En fait, la provocation de Patrick m'a amené à vouloir partager avec vous une sorte de méditation sur le fait de savoir si Pascal est, hélas, ou tant mieux, le compagnon de notre époque. Alors pourquoi hélas ou tant mieux? C'est que, au fond, nous avons vécu, je dirais, dans les 20 dernières années, une incroyable mutation de la scène internationale et des ambitions de la société internationale. J'emploie ce mot comme signifiant finalement l'ensemble des acteurs économiques et politiques de cette planète. Et nous avons basculé d'un monde dans lequel, que je qualifierais de kantien, d'un monde dans lequel nous étions à la recherche d'un universalisme qui aurait été salvateur, dans un monde dans lequel le concept même de justice a disparu, s'est évanoui, et d'une certaine manière nous renvoie à cette citation que je vais reprendre d'une manière un petit peu différente de Pascal, où il nous dit « La justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute. Aussi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, nous pouvons faire que ce qui est juste fut fort. On a fait ce qui fut fort soit juste. » Je pense que Poutine adorerait cette citation. Donc, Pascal est-il l'homme de Poutine? Sommes-nous dans le moment de la déconstruction de la société internationale telle que nous l'avons rêvée? Pascal est-il un consolateur amer de nos illusions perdues? Ou finalement, et ce que je vais essayer, c'est ce à quoi je vais essayer de nous amener, une sorte de compagnon roboratif d'un pragmatisme positif? Alors pour ça, je vais revenir à ce qu'ont été nos illusions perdues des années 2010-2015, à travers ce que Patrick me proposait d'évoquer, qui sont les objectifs du développement durable. Donc cet ensemble de 17 buts globaux de l'humanité, érigés par les Nations Unies, votés par 154 nations, avec 169 cibles, 244 indicateurs, et finalement l'ambition à 2030 d'éliminer la pauvreté sur la planète et d'instaurer la justice universelle. Alors, ces objectifs du développement durable, c'est en fait par derrière toute une philosophie
d'une croissance libérale dans un monde régulé, dans lequel il n'existerait pas, certes, d'autorité centrale, mais une sorte de morale collective qui nous aurait entraîné à la réalisation de ce monde parce qu'il en était finalement de l'intérêt de tous. Et cette conception du monde, c'est une conception anti-pascalienne. C'est une conception kantienne. C'est une conception dans laquelle on proclame qu'il y a un impératif catégorique qui est celui de se comporter d'une certaine manière parce que sinon on risque de se voir appliquer finalement, dit d'une manière extrêmement triviale, les mêmes règles que nous serions supportées. Ne maltraite pas les autres parce que tu seras maltraité. Ne les enferme pas parce que tu seras enfermé. Ne les tue pas parce que tu seras tué. Ne les appauvris pas parce que tu seras appauvri. Finalement, l'ensemble de l'architecture des objectifs du développement durable, dans ce monde, encore une fois, sans maître, sans Dieu, sans patron, sans chef d'État, c'est un monde gouverné par une morale de la réciprocité. Et si vous y réfléchissez bien, si vous le regardez bien, ce sont donc ces objectifs du développement durable, c'est 2015. 2015 précédé de plusieurs années d'élaboration. 2015, c'est aussi la date des accords de Paris, du rassemblement de la planète autour d'une grande ambition, gouverner le réchauffement climatique, maîtriser nos émissions de carbone, et finalement le pinacle d'une vision de la coopération mondiale qui a en fait disparu à peine énoncée. Or, en 2015, nous pensions que ce n'était pas le pinacle, mais l'aurore d'une collaboration universelle, d'une coopération qui nous emmènerait dans un monde bien plus radieux. Ce que nous avions omis de voir, c'était que 2015, c'était déjà après 2014 en Ukraine, c'était bien après la Géorgie, c'était après la crise des subprimes en 2008, c'était après l'échec déjà retentissant de la promotion des printemps arabes et de la philosophie néocon américain qui avait quand même finalement la perspective de répandre la démocratie occidentale sur la planète. En fait, 2015, c'est le moment où nous croyons que nous commençons enfin à pouvoir engranger les gains de l'effondrement du mur de Berlin dans un nouveau système d'action internationale recomposé. Et en fait, c'est le début de l'effondrement de ce système, un début dont nous n'avons pas vu la vérole le miner. Donc, monde kantien, mais aussi monde rawlsien, monde d'une vision de la justice à laquelle, finalement, en rien, Pascal n'adhère. En rien. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, etc., relativisme général, scepticisme sur la nature humaine, déconstruction générale des comportements, comme nous venons de l'évoquer. Quoi de plus contraire à tout ce socle idéologique qui a entouré finalement la construction de l'action publique internationale pendant les 20 premières années de notre siècle. Et du coup, on peut se demander effectivement si, et j'en arrive à cette interpellation, si Pascal n'est que le compagnon amer d'une vision extrêmement triste d'un monde qui va être désormais gouverné exclusivement par la force et dont les caractéristiques représentent beaucoup des dimensions de ce pessimisme que nous avons vu s'exprimer, et bien de cette déconstruction quelquefois négative à certains égards. Pessimisme sur les valeurs, pessimisme sur l'homme, pessimisme sur le droit, reconnaissance de la réalité d'un principe de force qui nous écrase, relativité. Et j'ajouterai quelque chose qui, et d'autres connaisseurs le diront sans doute mieux que moi, ne semble pas être présent chez Pascal, la valorisation de l'homme providentiel contre toutes les institutions. Rappelons-nous ce discours de Obama visitant le Ghana et disant... à la face de l'Afrique, nous n'avons pas besoin d'hommes providentiels, mais nous avons besoin d'institutions fortes. C'est le dernier des piliers du moment politique que nous vivons. Mais je dois vous dire que, interpellé par cette lecture et donc relisant pour cette réunion d'aujourd'hui les pensées, je me suis demandé si cette vision finalement très négative que pouvait cette lecture finalement
pas à pas, mais finalement assez pessimiste, assez négative de Pascal dans le moment présent, comme lumière pour nous expliquer un moment présent qui est le retour à ce monde vespalien, désespérant, fait de brutalité, de violence et de domination. Donc si cette critique n'est pas excessive, et si en fait, au fond, Pascal, en nous resituant dans un univers politique qui est celui du monde réel, et non pas d'une forme d'irénisme philosophique qui aurait été l'apanage de la philosophie des Lumières, d'une certaine manière, que nous avons cru retrouver dans le XXIe siècle, si Pascal, au fond, ne nous permet pas de nous recentrer sur des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus positives. Et revenons-en à notre discussion de ce matin, le carrosse à 5 sols. Pascal est le même homme qui a tenu cette posture pessimiste et on pourrait presque dire négative sur un monde gouverné par la justice et qui s'est embarqué dans une aventure alors dont on a discuté le caractère plus ou moins entrepreneurial, les dimensions égoïstes, sociales, etc., mais qui, tant est une action finalement très concrète, très pragmatique, très limitée, qui ne change pas le monde, mais qui est un service apporté aux citoyens. Et on a dit ce matin, Pascal ne pouvait pas ne pas être entrepreneur. Il ne pouvait pas ne pas rentrer dans le monde concret et d'une certaine manière apporter une pierre au changement matériel extrêmement pragmatique de la société, de l'humanité, à son échelle, dans ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas renverser la royauté, il ne pouvait pas transformer les coutumes de la France, mais il pouvait améliorer le transport en commun à Paris. Et peut-être, ne serait-ce par cette seule démarche, il appelle notre attention sur non pas une posture négative vis-à-vis du changement de la société, mais tout simplement le réalisme dans ce qui est faisable dans le monde concret. Pascal a eu cette position ambiguë que nous avons évoquée sur le divertissement, mais il a aussi mis en avant les dimensions positives du divertissement. On a parlé de la bienfaisance et de son rôle dans la société. Peut-être, Pascal, nous incite-t-il à moins rêver la transformation de la justice dans le monde, mais à davantage vivre au quotidien la bienfaisance dans ce que nous faisons et ce que nous pratiquons. Et peut-être nous attire-t-il aussi sur quelque chose qui est un des problèmes fondamentaux de notre société, de notre temps, qui est le rapport à la réalité et à la vérité, la croyance dans la logique, dans la raison, dont nous savons qu'elle est si malmenée dans les réseaux sociaux et qu'elle est d'une certaine manière un des grands problèmes sociétaux de toute notre planète, ce rapport à la réalité et à la vérité. Et par le simple fait de croire en la science, de croire dans le raisonnement, de croire dans le logique, il nous appelle à mettre l'accent sur ce qui est une des barrières les plus importantes à la folie qui s'est emparée de notre planète. Alors peut-être, et ce sera ma conclusion, dans un monde relatif, il faut faire des choses relatives. Peut-être reste tout simplement ce à quoi nous invite Pascal, à un pragmatisme de bonne aloi, à réserver notre appétit pour l'absolu et pour l'infini à ce qui est notre sphère intérieure, notre rapport en tant qu'individu à la spiritualité, à notre mort, au temps et à l'infini, et à nous situer aujourd'hui tout simplement concrètement dans le monde du fini, mais aussi dans un monde de la raison et finalement dans le monde d'un progrès réel. Merci beaucoup, Jean-Michel. Avant de laisser la parole aux intervenants de la salle, je voudrais demander à chacun de vous 5 s'il veut réagir sur les propos des autres, sur certains points. Marc ? Oui, j'avais envie effectivement de mettre un petit grain de sel dans la direction de ce que Jean-Michel Severino vient de dire. Effectivement, il ne faut pas oublier que Pascal était non seulement un critique acerbe de l'état des choses dans ce bas monde, c'était aussi un chrétien convaincu. Et donc, il faisait une distinction entre 4 catégories de personnes. Il y a les gens ordinaires qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui s'imaginent que le monde est juste et qui sont dans l'illusion. Et c'est ça qui fait que les institutions perdurent. Il y a les habiles qui déconstruisent et qui critiquent tout, mais qui sont incapables de proposer quelque chose de meilleur véritablement. Il y a les dévots qui se réfèrent à la foi et qui critiquent
les institutions en imaginant qu'en prenant inspiration sur la doctrine, on pourrait produire un monde meilleur en ce bas monde, encore une fois. Et puis il y a les vrais chrétiens, parmi lesquels ils se rangent, qui n'ont pas ces illusions, mais qui, je pense, ne sont pas dépourvus de principes, effectivement, d'espoir et positifs. Alors je ne sais pas s'ils sont uniquement dans l'au-delà, il y a sans doute effectivement un aspect d'espoir également dans la charité proche vis-à-vis des prochains. Il y a sans doute cette dimension qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est vrai que Pascal était un pessimiste, un grand pessimiste sur l'aspect politique. Oui, je voudrais dire un petit mot sur ce relativisme qu'on peut effectivement imputer à la perception pascalienne. On a un peu l'impression, voilà, si tel ou tel pays a telle ou telle coutume, surtout laissez-le faire. Enfin, voilà, si c'est la charia, c'est quand même ennuyeux, hein, bien sûr. Donc, pardon. Et donc, ce relativisme, il me semble qu'il y a chez Pascal des outils pour en sortir. Alors, il y a l'outil religieux qui vient d'être évoqué, l'outil, la motivation, la transversalité, hein, bien sûr. Mais il y a peut-être aussi un peu autre chose, parce que ce qui m'a surpris, c'est que lorsque l'on critique la domination des forts dans ce qui va devenir l'économie, Pascal pourrait s'intéresser au monopole. Il pourrait s'intéresser à un pouvoir injuste au sein même de la sphère économique, ce qu'il ne fait pas. Parce que pour lui, les différentes sphères se compensent les unes les autres. C'est-à-dire que si un monopole purement économique dominait purement économiquement de manière excessive, eh bien, il écraserait d'autres sphères. Et donc, pour lui, il me semble qu'en fait, et j'aurais une vision un peu moins pessimiste du relativisme pascalien, les différentes sphères, dans ce qu'elles montrent comme différents ordres, symboliques, religieux, etc., sont plutôt là pour se gouverner les unes les autres. Mais peut-être est-ce une perception trop optimiste. Puisque j'ai le micro qui est arrivé dans mes mains, ce qui est intéressant dans cette hiérarchie des personnes et les catégories de personnes dont vous parliez, à mon sens, effectivement, les gens du peuple, les nuabiles, les habiles, etc., c'est que, en fait, le point de vue pascalien qui consiste à accepter l'état du monde dans lequel il est, suivre les coutumes de son pays, effectivement, n'invalide pas la pertinence des analyses des demi-habiles et des analyses qu'on peut appeler, si on veut, des constructionnistes, puisque nous sommes plusieurs à avoir employé le mot, des demi-habiles. C'est là où va se situer la fracture entre ceux qui vont, comme lui, décider, un peu désabusés, de se contenter d'accepter le monde tel qu'il est, de s'y résigner d'une certaine manière, en disant de toute façon la vérité est ailleurs, et puis des successeurs peut-être de Pascal qui vont en rester là en disant la conséquence n'est pas celle de Pascal, la conséquence c'est de changer le monde. Effectivement, pour ce qui concerne la pertinence des analyses, elle est pas remise en cause en fait, me semble-t-il. Non, d'abord, j'ai affaire à beaucoup plus d'experts que moi dans la pensée de Pascal. Petit commentaire additionnel, c'est que qui veut faire l'ange fait la bête est une des dimensions du déconstructivisme de Pascal, une de ses manifestations d'ailleurs très, très puissante. Et alors effectivement, Grégoire a raison, dont on trouve beaucoup d'exemples dans la politique et dans l'économie. Mais je crois que ce qui m'intrigue le plus dans Pascal, c'est ce rapport entre la justice et la force. Et ce problème que pose le fait que si on ne croit pas en des principes de justice, mais absolus, qui ne sont pas d'ordre divin, mais de justice terrestre, à ce moment-là, il ne reste plus que les rapports de force. Et comment on se débrouille avec ça ? Et qu'est-ce que, in fine, ça apporte comme pensée sur la construction politique ? Et en fait, quand on tire les fils, les conséquences sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus contradictoires qu'on ne pourrait l'imaginer. Et c'est ce qui fait sans doute, et c'est le trait des très grands penseurs, le caractère presque insaisissable, enfin toujours débordable de sa pensée qui nous amène dans des endroits toujours inattendus.
Merci. Je crois que maintenant nous devons entendre les autres intervenants, les intervenants des autres tables rondes, des pascaliens qui brûlent d'intervenir. Notamment, je vois Laurent Thirouin et peut-être Ferrérol et Laurent. Oui, je brûle. Je crois qu'à force de gentillesse, on finit par plus être pascalien du tout là dans cette histoire. Donc, ce que je voudrais dire, en essayant d'être le plus rapide possible, c'est qu'il faut sortir, il me semble, avec Pascal, il faut sortir totalement de la question du pessimisme ou de l'optimisme. C'est une question qui ne débouche sur rien, et précisément, c'est ce que Pascal permet de faire. Et donc, je crois que c'est une très bonne idée de s'interroger sur qui veut faire l'ange fait la bête, mais il faut comprendre ce qui se cache derrière cette idée de qui veut faire l'ange fait la bête. Le problème, ce n'est pas les effets pervers de bonnes décisions. C'est pas cette... Alors, c'est passionnant, hein, les effets pervers de bonnes décisions. Mais cette phrase, qui d'ailleurs vient de Montaigne, hein, avant d'être hébergée par Pascal, manifeste plutôt la non prise en compte du réel. Alors, on va dire, ça se recoupe un petit peu avec la question des effets pervers. Car les effets pervers, c'est parce qu'on n'a pas analysé toutes les dimensions du réel. Mais je vous donne 2 exemples pascaliens qui, à mon avis, sont symptomatiques de cette vision du monde. Et la deuxième va revenir sur la pensée que vous signalez. La première, dans CD 128, si on s'intéresse, si on s'attache au mérite, tous diront qu'ils méritent. Le mérite, ça ne veut pas dire que tous méritent, hein. Il y a des imbéciles, il y a plein d'imbéciles, on en est bien conscient. Mais rien n'empêche un imbécile de dire qu'il mérite et dire qu'il est le plus malin. Et je reprends la pensée qui vous excite, la très, très célèbre 135. Revenons au cœur du problème. La justice sans la force est contredite. Et donc, la formule centrale, c'est « la justice est sujette à dispute ». Ça ne veut pas dire que la justice soit un vain mot. Ça veut dire qu'on pourra toujours dire à la justice « tu n'es pas juste ». Alors qu'à la force, on ne peut pas dire « tu n'es pas forte ». Car si on dit à la force « tu n'es pas forte », elle donne un bon coup de poing et la chose est réglée. Donc, c'est là où Pascal est éminemment Pascal. Il dit, si vous ne tenez pas compte des qualités intrinsèques des objets, vous faites les anges. Il ne veut pas dire que la justice n'existe pas. Il veut dire que la justice est par sa définition même ce que lui appelle une qualité spirituelle, c'est-à-dire sujette à dispute. Alors que la force n'est pas une qualité sujette à dispute. Elle se fait reconnaître par son affrontement même. Et donc, faire l'ange, c'est ne pas accepter les choses. S'imaginer qu'on va pouvoir fonder sur une justice prétendue ou sur un mérite prétendu, et peut-être même réel, un ordre du monde qui ne tiendra pas. Donc tous les anges, c'est ceux qui pensent qu'on peut donner la parole à la justice. Pascal, alors c'est ça qui est difficile évidemment à faire comprendre aux gens qui découvrent Pascal, c'est que Pascal croit éminemment à la justice, et en même temps, il sait très bien qu'on ne peut pas fonder un ordre sur une justice, puisque tout le monde, c'est assez rare les gens qui disent « je choisis cette loi parce qu'elle est fondamentalement injuste ». Donc les lois les plus injustes, vous les promouvez en disant qu'elles sont justes. Elles n'en sont pas moins injustes pour autant. Simplement, on pourra toujours dire qu'elles sont justes. Voilà. Donc il me semble qu'il faut être très clair sur ce que Pascal veut dire à la suite de Montaigne, hein. C'est la magnifique fin des essais, hein. Sur le plus haut trône du monde, si sommes-nous toujours assis sur notre cul, hein, c'est-à-dire qu'un homme reste un homme. Voilà. Et donc, s'imaginer qu'on peut bâtir des grandes théories, qu'on pourrait sortir de la question du pessimisme, oui, c'est-à-dire que la question du pessimisme n'existe plus. Prenons les choses telles qu'elles sont. Parlons d'une qualité spirituelle comme une qualité spirituelle. Et n'affectons pas de penser que la justice peut régler le monde, car le monde n'est pas réglable par la justice. Voilà, il me semble que c'est ça, en tout cas, le cœur de l'affrontement, enfin, montaignio-pascalien entre l'ange et la bête. Et c'est là que Pascal m'impressionne, j'essaie de le dire aussi en d'autres mots ce matin, c'est sa prise en compte du réel. Et c'est son côté très scientifique. Quand le mercure ne veut pas descendre en dessous d'une certaine hauteur, on ne dit pas au mercure, imbécile de mercure, tu ne te rends pas compte que tu es un grave et que les graves, ça tombe. Il dit, ben, si le mercure ne tombe pas, il faut comprendre pourquoi le mercure ne tombe pas. Voilà. On accepte le réel. Avant de dire, dans un monde bien fait, le mercure redonnerait le niveau dans la cuve. Non, on regarde les choses.
Voilà. Et donc, si on ne le fait pas, ben on est des anges. Voilà. Et je pense donc, en fait, pendant tout le temps que je vous écoutais, je me demandais si j'étais d'accord avec vous ou en désaccord. Selon les phrases, j'étais en accord ou en désaccord, mais je crois quand même que je suis assez en désaccord. C'est-à-dire, je pense que non, il ne peut pas y avoir ni optimisme ni pessimisme. C'est-à-dire, plus on est capable de prendre le réel en compte, plus on est capable d'agir. Donc, pour Pascal, l'important, c'est de définir des règles qui soient des règles qui fonctionnent. Donc, la pluralité est une règle qui fonctionne. Donc, elle est bonne. La primogéniture, dans le cadre du Royaume de France, c'est une règle qui fonctionne. Le fils aîné d'une reine qu'on a bien surveillé pour être sûr qu'elle ne couche pas de partout, c'est une règle qui fonctionne. Voilà. L'aristocratie, c'est une règle qui ne fonctionne pas. Donner le pouvoir au mérite, ça ne fonctionne pas. Donc, et toutes les règles ne se valent pas. On peut comparer des règles. Il y a des règles qui sont aptes à régler et des règles qui ne sont pas aptes à régler. Oui, ça en fait un penseur, je crois, beaucoup moins gentil que beaucoup d'entre vous, me semble-t-il, le faisiez autour de cette table, beaucoup moins moral et en même temps beaucoup plus excitant, parce qu'il prend l'homme pour ce qu'il est. Merci Laurent. Avant que les intervenants n'interviennent à nouveau, peut-être Gérard Ferrerol, un mot si vous voulez sur ce... Le micro va plus vite que les poèmes, c'est très bien. Oui, je reviens surtout sur l'exposé de Tony, mais en même temps, par la bande un peu celui de Bernard. Goldman et les déconstructeurs se caractérisent par le fait qu'ils se limitent, toujours les mêmes, à certains fragments. Pardon. Je peux vous demander de parler plus fort ou plus près du micro. Ah oui, comme ça va mieux. Oui, ça va, excusez-moi. Oui, je disais que Goldman et les déconstructeurs se fondent toujours sur les mêmes fragments qui se trouvent pratiquement toujours au même endroit, c'est-à-dire les liasses 2 et 3, les liasses vanité et misère. C'est-à-dire, c'est le premier temps de la dialectique pascalienne, le temps sceptique, et ce n'est pas un hasard si ce sont des liasses qui sont remplies évidemment de références à Montaigne. Mais après, il y a la liasse raison des effets, il y a la liasse grandeur, et je ne parle pas des liasses théologiques. Alors, où sont les déconstructeurs chez Pascal? C'est facile, ça a été dit pratiquement, ce sont les demi-habiles. Alors, pas les habiles, hein, les demi-habiles. Et ces déconstructeurs sont eux-mêmes déconstruits par les catégories qui leur sont supérieures. C'est en tout cas par les habiles et par les chrétiens parfaits, parce que les dévots reconduisent à un niveau qui se veut spirituel les positions des demi-habiles. Pascal, c'est le grand déconstructeur de la déconstruction. Alors, je suis d'accord pour dire que les déconstructeurs ont raison, en un sens. Ils ont raison de dire que une société fondée sur la naissance est absurde. Oui, ils ont raison de dire cela, c'est vrai. Mais ils sont pertinents, cela. Mais ils sont tout à fait impertinents dans les conséquences qu'ils en tirent. La conséquence, c'est qu'il faut mettre à bas ce système et mettre en place la méritocratie. Et ce changement, pour Pascal, ça s'appelle la guerre civile. Un dernier point. Alors, je ne sais pas si les catégories d'optimisme et de pessimisme fonctionnent pour Pascal. Ce ne sont pas des catégories qui sont de véritables concepts. Mais sur... ne m'étends pas trop là-dessus, sur la question de la loi naturelle, tu as bien rappelé, il y a sans doute des lois naturelles, ça veut dire, sans aucun doute, il y a des lois naturelles. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'elles sont inaccessibles? Je ne pense pas. Quelle est, pour le XVIIe siècle et bien avant, et sans doute après, quelle est la formulation parfaite de la loi naturelle? C'est la loi mosaïque. Que nous dit Pascal de la loi mosaïque? C'est qu'elle s'est répandue chez les législateurs grecs et romains qui en ont pris leur principale loi. Et ces principales lois, elles se sont retrouvées évidemment dans le droit français. Donc il y a une expansion de la loi naturelle par le biais de l'imitation de la loi mosaïque. Alors évidemment, il y a ici et là quelques aberrations, mais dans l'État chrétien, par exemple, où il s'agit, comme dit Pascal, de proportionner
les actions extérieures aux sentiments intérieurs qu'un chrétien doit avoir, normalement, ces aberrations doivent être exceptionnelles. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes... Laurence voudrait rajouter un mot avant qu'on fasse réagir les panélistes aux questions qui leur ont été posées, notamment par Laurent. Laurence. Un tout petit mot, peut-être, pour aller dans le sens de Laurent. Si on prend la vie de Pascal par sa sœur, elle explique que la première leçon du père Étienne Pascal à son fils consiste à savoir s'étonner des choses, à savoir observer et s'étonner. Donc c'est totalement neutre de toute espèce de jugement moral. C'est vraiment le regard pur du scientifique qui regarde le monde sans aucun présupposé, et qui va savoir s'étonner des choses. Et je crois que quand on veut essayer de lire et de comprendre souvent des textes, des pensées, des fragments, il faut commencer par ce rappel. Voilà. Ils regardent les choses dans leur complexité, telles qu'elles sont, sans aucune espèce de prisme moral présupposé. Mais ce regard du savant, aujourd'hui on lui fait porter ses habits d'économiste, mais je crois qu'à l'origine, c'est d'abord un homme qui naît avec une épistémé moderne en étant formé par ce père qui insiste sur cette leçon, qui est la première. Il y a toute une série de petites anecdotes à ce moment-là. Merci. Alors, ces interrogations assez fondamentales, qui sont plutôt des interrogations posées par les philosophes et les littéraires aux économistes, quelles conséquences de tout cela pour la théorie normative de la justice ou l'interprétation des grands principes de justice internationale aujourd'hui? J'aimerais que Jean-Michel réagisse aux propos de Laurent Thirouin et peut-être Marc à ce propos plus général sur la théorie. Jean-Michel d'abord. Oui, en fait, je comprends bien ce qui est exprimé et je ne les vis pas comme étant une contradiction avec ce que j'essayais d'exprimer. Je crois que nous avons vécu, depuis l'effondrement du mur de Berlin et de l'expansion de la globalisation heureuse, dans une période où la société internationale a essayé d'ériger un corpus de normes, de règles et d'objectifs de politique absolus universels. Et ce corpus, il s'est effondré pour deux raisons. L'une, c'est qu'elle reposait au fond sur une vision de la justice qui a été contestée. On disait, ou je dirais toute une série d'acteurs dans la société internationale ont considéré que c'était en fait victime de cet ordre, que cet ordre n'était pas légitime, qu'il ne s'agissait pas d'une justice, et que la preuve, c'était bien qu'ils étaient des perdants dans le jeu global. Ça, c'est une raison pascalienne. Et la deuxième chose qui s'est passée également, c'est que comme cette justice n'avait pas force pour elle, bien entendu, elle ne pouvait pas s'appliquer, que les passagers clandestins, pour reprendre une expression économiste, que les délinquants de tous ordres, etc., ne pouvaient pas être réprimés dans un système qui n'avait pas de capacité de mise en œuvre, d'application de ce qui était supposé être la loi globale. Et donc, ces deux raisons différentes mais complémentaires, mais finalement elles aussi très, très pascaliennes, très l'ange qui fait la bête, expliquent l'effondrement de ce complexe et cette dissolution dans une société internationale conflictuelle, désormais structurée dans des groupes d'États ou des intérêts qui s'opposent et qui se mènent un conflit qui est partiellement chaud, partiellement froid et que nous vivons de nos jours. Et de ce côté-là, je ne fais qu'apporter de l'eau à votre moulin. Je pense il me semble qu'on peut vivre la pensée pascalienne comme étant une forme de vision amère de constat de cette réalité, ou au contraire la vivre comme étant une invitation à se focaliser sur les faits, sur la raison, sur
des déconstructions non pas demi-habiles mais pleinement habiles, et quelque chose qui ne soit pas la réduction à l'impuissance, mais à une forme d'action plus réaliste. Donc je me sens très en résonance avec ce que vous dites, mais il n'empêche que je pense qu'on peut avoir une lecture plurielle du message pascalien et le voir de multiples manières. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a des interprétations très méchantes. Quand je lis, quand je disais tout à l'heure, quand je suggérais, est-ce que Pascal est le livre de chevet de Poutine, on pourrait, d'une manière provocante, aller jusque-là. Donc il y a des lectures très malveillantes de cette pensée. Marc, peut-être un mot sur... Je voulais juste répondre. Vous avez certainement raison. Enfin, vous avez raison pour l'approche Pascal. Après, vos deux remarques me font penser que vous estimez qu'il y a une réalité objective qui ne bouge pas. Or, en économie et maintenant en physique depuis plus longtemps, on sait que l'observation même, le regard du scientifique modifie le comportement. Et en économie, on a des réalités qui sont impactées même par le décideur, les phénomènes de prophétie autoréalisatrice et tout. Donc la réalité, vous voyez, elle n'est pas exogène. Elle n'est pas donnée une fois pour toutes. Marc, il y a une question qui court autour de ces débats. Tu as évoqué l'idée que la notion d'arbitraire avait évolué au cours du temps avec les progrès de la théorie normative. Est-ce qu'on fait un pas en arrière maintenant, ou est-ce que ce qui est acquis est acquis ? Oui. Non, je pense qu'effectivement, il faut avoir une vision équilibrée de ce débat. Et je suis très content des interventions des pascaliens qui m'ont un peu renforcé dans ma lecture. Et je voudrais essayer de faire rentrer Pascal dans le modèle traditionnel de l'économie normative appliquée. Donc, qu'est-ce qu'on fait en économie normative appliquée, en économie publique, par exemple, mais dans tous les domaines de politique? Eh bien, on cherche à définir l'état des possibles, et puis on se donne un objectif social, et on va chercher la meilleure réalisation de cet objectif compte tenu des contraintes définies par l'espace des possibles. Je pense que tous les économistes dans la salle seront à peu près d'accord avec cette description. Or, que nous donne Pascal ? Pascal nous donne une description extrêmement, non pas cynique, mais négative de l'état des possibles. C'est extrêmement restreint, et en gros, on ne peut pratiquement rien faire, et quand on imagine qu'on peut faire quelque chose de mieux, on s'illusionne. Donc, une vision extrêmement noire de la condition humaine. Donc, j'hésite un peu à dire qu'il n'y a pas de présupposé normatif. Quand il décrit la condition des hommes qui sont obligés de se regarder les uns les autres comme s'ils étaient égorgés les uns après les autres, et tout le monde est obligé de les regarder partir de cette façon, voilà une description de la condition humaine quand même qui a une connotation presque normative assez forte, en tout cas très négative. Donc une vision très négative de l'état des possibles. Mais effectivement, je suis d'accord, il n'était pas... Je pense qu'il avait une vision éventuellement assez précise, mais peu dite de la justice. Il pensait que la justice méritait d'être étudiée peut-être, sauf que ça ne servait à rien en pratique. Mais je pense que sa conception chrétienne l'amenait à un égalitarisme assez fondamental. Et quand il dit sans doute l'égalité des biens est désirable, je pense que ça donne un peu une idée de ce que pourrait être cet égalitarisme fondamental sur la valeur égale des êtres humains. Et donc voilà, je pense qu'on serait assez finalement confortable aujourd'hui avec les valeurs qui ont été embrassées par exemple par les objectifs du développement durable, quoique, en parlant des objectifs du développement durable, l'égalité, l'objectif numéro 10, est celui qui a été le plus difficile à faire passer et qui est formulé de la façon la plus, je dirais, molle et assez critiquable. Mais bon, donc même l'égalité était problématique dans ce contexte politique un peu difficile. De même que la démocratie, l'objectif numéro 16. Mais ceci dit, donc je pense qu'on peut vraiment se reconnaître dans ce que Pascal ne décrit pas tellement, sauf dans les parties plus théologiques, comme ce principe de justice fondamentale, d'égalité devant Dieu. Mais je pense qu'il faut avoir un regard plus critique sur sa vision très négative de la condition humaine, sur cette idée qu'on ne peut rien faire, que de toute façon l'état des choses sera toujours là. Je pense que cette vision-là était quand même
Et cette illusion qu'il suffit de regarder le réel pour le connaître, enfin en quelque sorte c'est un peu ce qu'on a l'air de nous dire là, je crois que c'est une illusion. Donc je pense qu'on peut effectivement parler d'optimisme et de pessimisme précisément parce qu'on ne connaît pas bien le réel. Et donc on est obligé de se faire une opinion sur le réel avec une connaissance imparfaite pour en tirer des conclusions pratiques. Et là, je pense qu'on peut clairement dire que Pascal était du côté d'un pessimisme forcené. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons le temps pour... S'il y a une autre dernière... Pierre Jacquet. Pardon. J'ai été interpellé par Gérard tout à l'heure. J'aurais voulu répondre. Même si je suis d'accord, avec l'essentiel de ta remarque. J'ai pas eu l'impression de dépeindre un Pascal spécialement gentil, mais bon, voilà, ça on pourra en parler. Sinon, Bourdieu, vraiment, ne s'appuie pas sur vanité misère. Déjà, il montre qu'il connaît bien l'ensemble des pensées, et vraiment la liasse dont il montre bien qu'elle a inspiré l'ensemble de sa méthode, c'est raison des effets. Autrement dit, c'est pas Montaigne, c'est le pas de plus réalisé par Pascal. Et donc, Bourdieu, quand il appelle son ouvrage Méditation pascalienne et pas Méditation montaignienne, il sait ce qu'il fait. C'est pas simplement qu'il a pris chez Pascal des choses qui étaient déjà chez Montaigne. C'est vraiment le pas de plus pascalien qui l'intéresse profondément. Vraiment le principe même du travail des constructeurs. Sur la déconstruction de la déconstruction chez Pascal, à la lumière de la foi peut-être, mais de toute façon, que ce soit à la lumière de la foi ou simplement à la suite de raisonnements humains, on en reste surtout à une forme de résignation plutôt que vraiment une déconstruction de la déconstruction. Une thèse va se soutenir le mois prochain, ici même, qui s'intitule « La puissance du faux ». Et l'auteur de cette thèse montre que la puissance dévastatrice du discours des moralistes est telle que, c'est-à-dire les trois, La Rochefoucauld, La Bruyère et Pascal, qu'ils sont obligés d'arrêter en quelque sorte la virulence de leur discours pour éviter de se trouver emportés eux-mêmes dans la critique qu'ils en font. Donc, on est très loin d'une déconstruction de la déconstruction. On a au contraire tous les éléments d'une déconstruction extrêmement radicale que nos moralistes ne mènent pas jusqu'au bout, mais que leurs successeurs des siècles anciens prendront plus au sérieux qu'ils ne l'ont fait, ou avec moins de précautions, en jouant peut-être des apprentis sorciers. Merci beaucoup. Pierre Jacquet. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Marc tout à l'heure, Marc Fleurbet, sur l'économie publique. Il a dit à un moment, on définit des objectifs. Et le problème, c'est qui est on ? Et il me semble que ce qui manque dans la réflexion, c'est comment est-ce qu'on essaye de définir des intérêts globaux partagés. Alors, est-ce que les objectifs du millénaire fournissent cet objectif qui peut ensuite guider les politiques publiques ou pas ? Mais il me semble que là, il y a une question. On ne peut pas s'arrêter au on. Parce que comment le on apparaît, qui le définit, qui c'est le on, il me semble que c'est aussi dans Pascal. Parce que ma propre lecture, qui est encore une fois une lecture de profane totale, c'est qu'il y a beaucoup de on. Et je ne suis pas sûr qu'on trouve dans les pensées une façon de définir un objectif collectif partagé, sinon donc par la force. Donc voilà, et je pense qu'il faut se poser la question au niveau mondial sur est-ce que ces fameux objectifs du développement durable sont passés du normatif au positif, en quelque sorte. Est-ce qu'ils définissent maintenant la logique de l'action collective ? Je n'en suis pas sûr. Merci. Laurence, puis on donnera la parole à Bernard. Juste avant, tout de suite... Je peux le faire tout de suite. C'est juste... Non, mais laissons peut-être... Laurence, comme ça, aura le mot de la fin. Oui, c'est juste pour dire que ce qui est caractéristique, il me semble, de la pensée pascalienne, c'est que dans quelque direction qu'il aille, il va jusqu'au bout. Et il va jusqu'au bout, et même presque au-delà du bout, en quelque sorte. Et du coup, lorsqu'on n'en prend qu'un morceau, évidemment, on est emporté. Le potentiel critique chez Pascal est démesuré. Ce qui n'empêchera pas son potentiel biblique, religieux, auquel ne s'intéressent finalement que les gens de tradition chrétienne et qui laissent de côté ce morceau-là. Donc en fait, Pascal, c'est ce qu'on appelle les contrariétés. Bon, c'est une platitude que je dis, mais je crois qu'il faut la rappeler parce qu'elle joue un rôle dans notre interprétation aujourd'hui. Et si je peux me permettre, il donne l'antidote. Et l'antidote, c'est l'ironie. L'ironie est une mécanique de pensée, à mon avis, absolument nécessaire dans le débat, y compris sur la justice. Je voulais juste Laurence, un mot peut-être.
Patrick, juste une petite... oui, Guilain. Oui, juste une petite remarque avec M. Severino. On partage d'être passé par les fourches codines de l'avenue de la République. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Non, je faisais juste une remarque suite à ce que nous a dit M. Severino, eu égard à l'actuel président de Russie. Moi, je ne suis pas spécialiste de relations internationales, donc je vais être très prudent dans ce que je vais dire, mais pas certain que la pensée de Pascal plaise autant que ça à Poutine. D'abord parce qu'il faut mettre la justice et la force ensemble, et que la force sans la justice est contestée. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour M. Poutine. Et Poutine, c'est l'exemple même du tyran chez Pascal. Poutine, c'est un petit caïd des rues qui se fait le défenseur de la Grande Russie aujourd'hui. Il correspond bien à cette définition du tyran chez Pascal. Donc je ne suis pas certain que Poutine soit tant que cela un admirateur ou même quelqu'un qui trouve son miel chez Pascal. Je crois même à peu près le contraire en réalité. Merci. Laurence, peut-être un mot? Ah, il faut que le micro arrive. Et ce sera la dernière question, si vous voulez bien. Ou le dernier commentaire, ou la dernière conclusion. Il y a un aspect qu'on n'en a pas parlé, c'est le rôle pratique de Pascal, sa vie. Il a commencé à faire la pascaline pour aider son père, qui était le collecteur des tailles, le superviseur des tailles en Normandie. Et pourquoi est-ce qu'il était là, Étienne Pascal? C'est parce qu'avant, il y avait une guerre civile en Normandie. Et on avait mis des intendants, enfin un chef dont le nom m'échappe tout de suite, et un de son adjoint qui était Étienne Pascal. Et leur but, c'était de faire la paix, mais en même temps de lever les tailles. Et dans les tailles, il y a quelque chose de très conservateur, de très... il faut payer, c'est la force, peut-être au niveau de la justice, mais il y a forcément quelque chose. Et Pascal s'est complètement prêté au rôle de son père, parce qu'il a fait la pascaline pour aider son père à faire ce travail. Oui, moi je voulais terminer en disant que je n'étais absolument pas d'accord avec l'idée d'un Pascal pessimiste, qui s'en tiendrait à l'état des choses tel qu'il est. Je pense que rien ne permet de soutenir ceci. D'abord parce que quand il s'agit de la justice du monde, il faut s'accommoder de l'ordre politique qui est celui dans lequel on se trouve tant qu'il n'est pas intolérable et qu'on peut s'éviter la peine d'une guerre civile. Mais Pascal ne dit à aucun moment qu'il faut se conformer à l'ordre politique du temps s'il est insupportable et intolérable. À aucun moment. Aucun d'ailleurs des membres du groupe de Port-Royal ne dit cela. Souvent, je cite des textes d'Angélique de Saint-Jean, Arnaud d'Andilly, qui est la dernière Arnaud abbesse de Port-Royal. On avait fait un colloque sur Port-Royal et la République il y a quelques années. Les textes sont restés inédits parce que même le XVIIIe siècle a trouvé qu'il valait mieux ne pas les rendre publics, mais où elle explique que l'ordre politique et l'ordre de la monarchie est fondamentalement injuste, qu'il n'existe pas d'ordre qui soit parfaitement juste dans le monde et qu'à tout prix, la seule chose qui l'emporterait, c'est le vote, non pas aux lois de la pluralité, mais un vote inspiré par Dieu, comme on pouvait voter pour des pasteurs au cours des premiers siècles de l'Église. Donc il y a un total désabusement, enfin ils savent très bien ce qu'il en est, donc c'est absolument pas du pessimisme, ils sont à aucun moment, et d'ailleurs je crois peut-être que le rôle des soi-disant jansénistes au moment de la Révolution prouve bien qu'ils ne s'accordent pas avec l'état du monde tel qu'il est à n'importe quelle condition. Puis alors on a passé toute la matinée à parler d'un Pascal entrepreneur, actif, dynamique, créant des choses. Je ne vois pas en quoi c'est compatible avec un Pascal qui serait pessimiste ou conservateur. Je rappelais en ouvrant la journée cette anecdote d'une jeune fille orpheline qui voit dans la rue et il est conscient qu'elle va finir prostituée à la fin de la journée.
sauver une jeune fille, ça sert à quoi? Enfin, si on est un pessimiste ou un conservateur, on garde sa bourse pleine dans sa poche et on passe son chemin, parce que de toute façon, il y en a tellement dans les rues de Paris, que ça ne sert à rien, une de plus ou de moins, après tout, pourquoi pas. Or, non, il réagit, donc dans la limite des possibilités, à aucun moment, il ne s'accommode de ce qui est, et alors il n'est qu'à voir les derniers textes contre la signature du formulaire. Enfin, on ne peut pas ignorer que Pascal fait partie des plus grands ennemis de la signature du formulaire, et des gens qui sont pour les droits de la conscience contre tout état d'arbitraire. Ce qu'il a écrit dans les provinciales, y compris contre les abus de pouvoir de la papauté, sont quand même, au contraire, les prescriptions les plus fortes, me semble-t-il, qui existent à l'époque, en fonction des droits de la conscience, et le refus de tout ce qui est conservatisme, pessimisme, je m'en foutisme, etc. Donc non, là, je ne peux pas admettre qu'on range Pascal dans cette catégorie trop facile. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est la remarque tout à fait juste de Bernard, disant que l'ironie, la satire, sont probablement le moyen d'un contournement par Pascal, d'une alternative qui peut paraître, d'un dilemme sans issue, qui est le combat de la violence et de la vérité, tel qu'il est décrit à la fin de la 12e provinciale. Or, l'ironie, on l'a montré il y a 10 jours avec Tony, en travaillant sur l'origine des provinciales, qu'on attribue à un désir de reproduire le discours des enluminures qui était attribué à Sassy, qui en fait sont écrites par les frères Perrault. Donc on se situe dans la droite ligne des mazarinades, du burlesque, de l'ironie assumée. Et l'ironie ou la satire, c'est un pas de côté. Si la violence et la vérité appartenant à deux ordres différents ne peuvent à aucun moment concorder, on prend la pas de côté de l'ironie pour faire avancer néanmoins les affaires du monde. Et à aucun moment, je ne vois Pascal comme un homme de cabinet qui resterait dans son coin en disant bah, c'est bien dommage, on va attendre l'éternité, le salut éternel. Je crois que c'est vraiment... non, je pense que ça ne fonctionne pas du tout avec l'énergie du personnage. Merci. Nous devons malheureusement nous arrêter, mais je suis content que nous arrêtions sur cet oubli. Laurent est revenu du pessimisme et de l'optimisme, et sur la conclusion que si on n'a pas le pouvoir, la force politique, on a toujours la force de la plume, et c'est ce que Pascal nous a montré dans tout cela. Merci.